Je vous rappelle juste en quelques mots pour ceux qui étaient là et ou ceux qui ont rattrapé par YouTube, deux points importants. Premièrement, c'est que la Géoula viendra par un processus de libération nationale, c'est-à-dire de ce qui s'appelle la Pedout, mais c'est dans le langage, on pourrait dire dans le langage biblique, dans le langage du Tanakh, mais pour un autre niveau à nous. L'idée de Pedout, c'est que le Gaon de Vilna nous dit que ça ne se passera pas de manière, on pourrait dire, d'un processus, puisque ça se fait petit à petit, où bien un juif et encore un juif, encore un juif, puis un jour on se rend compte qu'il y a ici une majorité, mais qu'il y a un processus de libération, ce qui a été confirmé après le Gra par l'action de Herzl initialement et ensuite par le sionisme moderne, qui était un processus, on pourrait dire, révolutionnaire et non pas évolutionnaire. Ça c'est la question, et dans lequel il y a inscrit deux facteurs, Pedout, Mishibud Agouf et Shibud Anefesh, c'est en même temps libération de Shibud, l'asservissement du corps, c'est-à-dire l'asservissement physique ou matériel, et l'asservissement spirituel, Shibud Anefesh, c'est le processus de Tchouva. Donc, le Mashiach Ben Yosef, il a beaucoup de travail sur la planche, puisqu'il doit s'occuper de ramener tous les juifs en Israël, le peuple juif en Israël, et de ramener le peuple juif à la Torah. C'est deux choses, c'est lui qui, et c'est comme ça qu'il a pris d'un passouk, Uvdouye Hashem Eshuvun, Uva Utzion Verina, Vesimchat Olam Arosham, Sasom Vesimcha Yasigu, Veinasu Yagon Vanacha. Ce passouk se trouve à la remarque 120 dans la deuxième page que vous avez, je vais le citer de mémoire, mais de toute façon on l'a vu la dernière fois. Et ce qu'on avait vu à la fin, d'exceptionnel dans un texte photocopié dans l'autre page de Siman Kouf Yutré, la remarque Kouf Yutré que vous avez ici aussi, au milieu de cette page, ici, c'est que il apprenait de ce verset et du Midrash qui est raconté dans la Gemara de Shabbat, que c'était lié avec le fait que quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Nishma, et qu'on avait reçu deux couronnes, une pour Naaseh et une pour Nishma, que quand on a fauté au Hegel, à Kadosh Baruch Hu, au Vaudor, Dieu nous les a enlevés, et qu'il y a une promesse que quand on viendra en Israël, on va les recevoir de nouveau, et il nous a expliqué que c'était ça, sonne de Simcha Yasigou, c'était en fait ces deux dimensions de Géoula, de libération physique et de libération spirituelle, et qui doivent être unis entre eux, qui sont aussi reliés malgré tout avec l'union entre Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Et il a amené de là encore un élément extrêmement important qui est connu, mais maintenant vous connaissez la source, c'est que de même qu'il y a 600 000 doubles couronnes, donc il faut qu'il y ait 600 000 juifs, donc il a dit que le jour où il y aura 600 000 juifs en Eretz Israël, c'est à ce moment-là que la Géoula commencera sérieusement, c'est-à-dire que ce sera vraiment le moment pas fatidique, le moment critique d'un passage au niveau de la Géoula. Or, nous le savons, le moment où la population juive d'Israël est passée de moins de 600 000 à plus de 600 000, c'est en 1948, au moment de la guerre d'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a eu la réussite de la guerre d'indépendance pour une des raisons, c'est parce qu'on était 600 000. Akadosh nous a amené 600 000 personnes pour que ça puisse marcher comme ça a marché, comme vous connaissez selon les livres d'histoire. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on avait vu, j'ai répété en gros, on a vu à la fin du cours de la semaine il y a 2 semaines, c'est le cours précédent. Et maintenant, on continue. Alors, Klal Gadol Meod, ou Alpi Rabbeinu, Shekol Adevarim Ha'atidim Lavo Beshlemut HaGeula, Matrilim Gam Ba'atralta de Geula, Kim'a Betatzatz, Ikvot Meshicha, Ikve Atzol. Donc, Klal Gadol Meod, un grand principe. Alors, je vais traduire ce que j'ai expliqué, d'accord? Selon notre Rabbeinu, notre maître, donc le Gaon de Vilna, que toutes les choses qui vont arriver à la Beshlemut HaGeula, au moment où ce serait une Geoula Shlema, c'est-à-dire une Geoula accomplie, commence aussi au moment du début de la Geoula, Kima petit à petit, par 999 traces du Messie, et une autre citation, Ikve Atzon, les traces du troupeau, des moutons, c'est-à-dire Atzon, moutons ou des chefs, et Ikve Atzon, c'est une citation de Shir HaShirim, comme vous le savez. C'est-à-dire, je me souviens plus du passouk depuis le début, en tout cas, il fait allusion à un passouk de Shir HaShirim, Ikve Atzon. Alors,
quel est le ridouche, comme on a l'habitude de dire, quelle est la nouveauté qui est marquée dans cet enseignement-là. Oui, mais on va tout de suite dire, oui, Hudson. Mais ça veut dire quoi? Alors donc, comme ça, Gadol Meod, grand principe, c'est quoi? C'est que, en fait, je le traduis, je l'explique plutôt. C'est que, jusqu'à maintenant, ce qu'on a expliqué comme traduction de Ikveta de Meshicha, c'est que la Géoula se fait pas à pas. Vous vous souvenez, step by step, on l'a vu déjà il y a une page avant, et donc les choses, ils se font petit à petit. Mais, nous dit le Gaon de Vilna, s'ils se font petit à petit, ça veut dire que le stade C arrivera uniquement après que le stade A et le stade B sont arrivés. Nous dit le Gaon de Vilna, non. Le stade A, le stade B et le stade C et le stade D, c'est-à-dire tous les stades commencent depuis le début en tout petit et grandissent en parallèle après. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si on a plein de stades, ouais, il y a malgré tout, on pourrait dire par exemple, on pourrait parler justement du processus de Tchouva qui ne commence pas immédiatement, c'est-à-dire c'est pas le premier stade de la Géoula, la Tchouva, mais comment ça s'appelle, en bourgeonnement, elle commencera immédiatement. C'est-à-dire il y a toutes les phases futures, celles qui vont apparaître à la fin de manière définitive, toutes les phases commencent elles-mêmes depuis le début, petit à petit. Voilà, c'est ça qu'il nous a dit. Et il n'y a pas seulement un processus, vous avez compris la différence, il n'y a pas seulement un processus, on pourrait dire, échelonné, d'échelle, il y a aussi le fait, alors prenez l'exemple d'un enfant, oui, c'est vrai qu'il grandit stade par stade, mais en fait, on se rend très bien compte que tout était déjà chez lui depuis le jour où il est né. C'est-à-dire, autant au niveau physique, au niveau de sa neshama, le jour où il est grand, on se rend compte qu'il avait déjà sa neshama quand il était enfant. Chaque cellule grandit, ou chaque caractère grandit petit à petit, mais tout se trouve déjà à l'intérieur. Alors ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important, oui. Qu'est-ce que vous avez à Tatsas? Ah, ça, je vais le dire tout de suite, sans l'expliquer. C'est-à-dire alors, vous voyez, je le reprends, Klal Gadol Meod, donc c'est un grand klal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont des yeux pour le voir peuvent voir que tout est déjà là. Et tout se met en place depuis le début, mais de manière tellement petite, puisque c'est Kima, c'est petit à petit, que éventuellement c'est imperceptible. Mais les choses sont déjà là. Tous les éléments sont déjà là depuis le début. Et Al-Pi Rabbeinu, chez Kol Advarim Atedim Lavo, toutes les choses, on voyait le mot Kol, Beshlemut HaGeoula, au niveau d'une Géoula complète, c'est-à-dire tout ce qui va arriver. Alors c'est pas la peine de râler de ce point de vue-là, qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi est-ce que, etc. Parce que c'est pas vrai, il y a. Ouais, il y a, sauf que il y a de manière embryonnaire, de manière toute petite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sait où c'est, il faut l'arroser, ça va pousser, ça va aller plus vite. Quoi? C'est déjà là, voilà, c'est en germe, exactement. Matrilin gambe à l'attaque de Géoula, Kima. Tatsas, alors maintenant je traduis, Tatsas, c'est pas la tchatch, c'est pas ta tchatch, d'accord, c'est presque la même chose, d'accord, c'est 999. Alors comment? Parce que le tête c'est 9, c'est une gematria, tzadik c'est 90, et tzadik final, ouais, c'est 900. Comment est-ce que ça marche cette chose-là? C'est que dans, alors je vous fais, on retrouvera après dans tout le livre, donc c'est important que vous le sachiez. Normalement, on en parlera, je vous ai déjà dit toutes les idées de Gematriot, c'est le 3e chapitre, et quand on y arrivera, on expliquera pourquoi, quelle est la théorie de Gaon de Vilna sur la valeur des Gematriot. Je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il a une théorie globale qui est reliée aussi avec tout le processus de la Géoula, donc on l'expliquera quand on y arrivera, mais en tout cas, il faut savoir que normalement, si vous voulez, quelle est la base mathématique de la Gematria? Est-ce que vous savez ou non? C'est une bonne question qu'il faut poser aux mathématiciens. En fin de compte, c'est une base 400 a priori. Pourquoi? Parce que la dernière lettre de l'alphabet Tav, c'est 400. C'est-à-dire que, contrairement à la base mathématique des chiffres arabes, c'est une base de 10. D'accord? C'est de 0 à 9 et ensuite on passe à un 0. Donc c'est une base 10 et en base 10. Là, c'est a priori en base 400. On a un signe pour tous les chiffres depuis 1 jusqu'à 400. C'est pas en base 22? C'est un peu plus compliqué parce que quand on est à Yud, on passe en base 10 et quand on est à Kouf, on passe en base 100. Donc c'est pas le même système mathématique que le système arabe. Oui. C'est pas en base 22? Non, non, c'est pas en base 22. Parce que par exemple, entre 300 et 400, il n'y a rien du tout. On peut pas dire que oui, c'est en en base 400. Base 22. Si Yud c'était 10 et Kaf c'était 11.
Mais Kaf c'est 20. Alors vous voyez, c'est un peu... Mais il y a 22 chiffres. Oui, mais ça veut rien dire. Justement, c'est pas la même chose. C'est pas que ça veut rien dire, mais... Alors maintenant, en fait, c'est ce qu'on verra, et c'est basé sur le Sod aussi, c'est que la base, disons, c'est une conjugaison de la base 10, de la base 100 et de la base 1000. Ça veut dire quoi? C'est que quand on arrive à 10, on passe à 20, c'est-à-dire que c'est un autre chiffre. Quand on arrive à 100, on passe à 200, c'est-à-dire que on passe des unités aux dizaines, des dizaines aux centaines. Le problème, c'est que du coup, il manque 500, 600, 700, 800, 900. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi on s'arrête à 400? C'est à cause de l'achat de la Marat à Marpella par Abraham Avinu pour 400 cycles. Mais ce n'est pas la raison. Ouais. C'est-à-dire, alors vous êtes d'accord, c'est qu'il nous manque un signe pour aller jusqu'à 1000. C'est-à-dire, eh bien, il y en a, c'est les lettres finales. C'est ce qu'on appelle Manatzpar, c'est-à-dire même finale, c'est 500, Nun finale, c'est 600. Non, ça ne va pas dans le sens. Non, je me souviens plus comment c'est. Sans doute, c'est Kaf final, c'est 500. Ça va si on reprend l'ordre Kaf, même Nun, Pei et Tzadik. Voilà. Et donc, du coup, Tzadik, c'est 900. Alors, c'est pour ça qu'il y a marqué ici Tatsat, c'est-à-dire Tatsat, c'est 990, 900. Donc, c'est 999. Et quand on arrive à 999 et qu'on voudrait quelque chose pour passer au-dessus, on n'a plus de lettres. Alors on est embêté, vous êtes d'accord, vous comprenez? C'est-à-dire, puisqu'on s'est fait baser. On n'est plus en base 10, pas en base 100, pas en base 1000, pas en base... 10 000. Hein, alors 5776. Quoi? 5776. Oui, mais comment on écrit 5000? Ah bon. Hey, avec un hey, vous avez remarqué. C'est-à-dire que quand on passe au millénaire. Et pourquoi? Parce que le premier, quelle lettre c'est? Aleph. Combien? Ça veut dire quoi, Aleph? Elef. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a ici un sol, il y a ce qu'on appelle le sol du Aleph Zeira et Aleph Rabati. C'est-à-dire le Aleph, le petit Aleph c'est 1, et le grand Aleph c'est 1000. D'accord? Donc, vous l'avez dans le 1000. Alors, ok. Alors ça, c'est un enseignement pas de mathématiques, c'est un enseignement de Kabbalah. C'est-à-dire c'est une conjonction entre une vision mathématique, pour ceux qui ont l'habitude de réfléchir sur les bases de mathématiques, et en même temps, la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il y a l'idée générale, et c'est pour ça, mais je n'explique pas plus que ça, vous m'excusez, c'est marqué dans la remarque après, que ce sera expliqué, Tatsat, ce sera expliqué, Barichut, la lame de Perikbet ou Perikbet. C'est-à-dire que le Maharal, je ne sais pas pourquoi je dis le Maharal, le Gaon de Vilna va l'expliquer, et du coup on va aussi l'apprendre, Bezrat Hashem, de manière plus longue, mais l'idée elle est comme ça, je vous dis uniquement l'idée principale, c'est que, et de nouveau, on ne saura pas le compter ou l'identifier nous-mêmes, mais au niveau de l'idée, au niveau de la Kabbalah, il y a 999 stades des progrès, ce qu'on appelle du Kima, donc des stades du Mashiach Ben Yosef, et quand on arrive au 999, on est obligé de passer au Aleph d'au-dessus, donc c'est à ce moment-là qu'on passera au stade suivant de la Géoula. C'est-à-dire que ça reviendra souvent chez lui, que ces 999 représentent tout le progrès qui se fait, tant qu'on n'est que dans Mashiach Ben Yosef. Alors, est-ce qu'on sait les identifier? Non, il ne nous les a pas transmis. Il n'a pas dit, sache que telle chose c'est le 429e, l'autre c'est le 899e, etc. Il n'y a pas dans ça, en tout cas, à ma connaissance, pas dans le collator, il n'y a pas d'enseignement détaillé de ça. C'est une idée générale. C'est-à-dire c'est une idée générale qu'il y a, on pourrait dire, un phénomène de, comment ça s'appelle, quand on monte, et à ce moment-là, il y a en chimie, par exemple, où on passe à un autre stade, par exemple, une masse critique. Rupture. Non, c'est, je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que ça monte, et puis à un moment, on arrive au summum de ça, et à ce moment-là commence quelque chose de complètement nouveau. Et c'est à ce niveau qu'il faut comprendre les choses. Voilà, et donc c'est de ça qu'il parlait, de Kima, Betatsatz, Ikvot. Arriver à l'apogée de... L'apogée, mais cette apogée, elle ne veut pas dire qu'on va redescendre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est comme une masse critique. C'est-à-dire que quand tu arrives à là, alors tu as un nouveau phénomène qui arrive, par exemple dans la physique nucléaire, il y a explosion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait... Oui. Et Aleph, c'est aussi Otiot Pele. Vous savez, c'est Osef Pele. Ils sont fêlés. Donc, et Osef Pele, ça veut dire que, ça c'est aussi transmis dans l'enseignement de la Kabbalah, c'est que quand on est dans le Aleph Agadol, alors tout devient Pele, quelque chose au-delà de la nature. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, jusqu'à 999, on est dans l'ordinaire, dans le sens de la nature, ce qu'on a expliqué à propos du Mashiach Ben Yosef, et après on va passer au stade suivant. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui sait
à quel stade on est, vous me téléphonez, vous m'envoyez un SMS. Ah, ça, on T'inquiète là, pas. c'est sûr. Hein. Ouais. Voilà. Alors donc, c'est ce qu'il dit ici, et c'est pour ça que maintenant la traduction de Ikveta de Meshicha, c'est pas les pas à pas, puisque c'est des choses qui arrivent en parallèle, d'accord? C'est pas quelque chose qui arrive de manière en série, mais c'est en parallèle. Et quand on avait dit pas à pas, c'est un processus en série, et là en parallèle, donc c'est vraiment les traces du troupeau. C'est-à-dire que quand vous avez un troupeau, vous avez plein de traces qui vont ensemble. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il a utilisé l'idée de Ikveatson. Alors, vous avez plein de traces, il faut trouver. Et pourquoi des traces? Parce que c'est encore, comme on a dit, c'est encore en état embryonnaire. C'est-à-dire, les choses, ils arrivent tout doucement. Donc, il faut voir les traces, non pas du troupeau qui est passé, mais du troupeau qui va venir. Voilà. Ça, c'est la deuxième expression de Ikveta de Meshicha. C'est-à-dire, Ikveatson, Ikvot HaMashiach, c'est aussi ces traces-là. C'est-à-dire, d'accord, vous n'avez pas de questions, c'est clair. Alors on passe au passage suivant. Alors là, on rentre dans un des textes les plus classiques et les plus extraordinaires, et j'ai déjà fait allusion dans cette Piska Dalet. Je lis. Rabbeinu, Itril begilui rimze Torah biyoto ben esrim shana, beshnat tafkuf, tehilat ashar rishona, shelor boker yom hashishi be'elef hashishi, asher az echel ruach elokim rucha de meshicha, לפעמים ברוח קודשו, לגלות רזי תורה כמעה כמעה, בייעודו של משיח הראשון, גילוי רזין ברזין, סודות שבסודות, בעקבות משיחה. Voilà, faire une petite pause et on continuera après. D'accord, c'était suffisant. Tout le monde voit où est-ce qu'on est. D'accord. Alors notre maître a commencé, je traduis, à révéler les allusions de la Torah quand il avait 20 ans, dans l'année 5500. Tafkouf, 1740. Ouais. D'accord. Il avait à ce moment-là 20 ans, et à ce moment-là, il a commencé à travailler et à révéler ces choses-là, quand il avait 20 ans. Et pourquoi dans l'année 5500? Parce qu'il dit, c'est le début de la première heure de la lumière du matin du 6e jour, qui est le 6e millénaire. Alors je m'arrête là pour l'instant pour expliquer. C'est des choses qui aujourd'hui sont connues, à son époque, c'était pas connu. C'était même complètement secret. C'est-à-dire qu'il a révélé qu'il y a le conte de la Géoula doit commencer au moment du lever du soleil du 6e jour, c'est-à-dire du 6e millénaire. Alors, ne pas se tromper, le 6e millénaire, il commence non pas en 6000, mais en l'an 5000. C'est-à-dire, c'est comme les anniversaires, on se trompe toujours. C'est-à-dire, etc. C'est-à-dire que l'an 1000 commence, et le premier millénaire commence en l'an 0, donc le 6e millénaire, il commence en 5000. Alors, comment il savait ça? On ne sait pas. C'est-à-dire, il ne l'a pas dit, et il ne vous l'a pas dit, mais en tout cas, il savait, dans ces calculs-là. Alors, de nouveau, on rentre dans la question des calculs eschatologiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, richouvé aket, c'est-à-dire de calculer la fin des temps. Et vous savez qu'il y a beaucoup de rabbanim qui ont, entre guillemets, joué à ces jeux dangereux, entre autres, oui, Tiparoucha, mais entre autres même le Rambam, dans Igeret Teiman, il donne un compte, etc. Et tous les comptes qui sont donnés, c'est-à-dire ils sont passés et la Géoula n'est pas arrivée. Et le Gaon de Vilna nous a donné un compte, alors c'est à nous de voir, est-ce que le compte du Gaon de Vilna, est-ce qu'il s'est trompé ou il ne s'est pas trompé dans son compte? Maintenant, est-ce qu'il avait le droit de faire des comptes comme ça ou non? On donnera aussi une réponse à ça, à un moment. C'est-à-dire, en fait, on l'apprendra. C'est-à-dire, c'est une Gemara. C'est la Gemara de Sanhedrin qu'on a photocopiée ici. Je peux vous dire quand même l'enseignement du Rav Tzvida là-dessus. Si vous voulez, est-ce que vous voulez? Oui, je crois que ça vaut le coup. Je n'ai pas pensé qu'on devrait en parler. Alors, prenez l'Arsadikret, c'est-à-dire la Gemara de ce côté-là de Sanhedrin. Comme je vous dis, il faut la garder précieusement parce que toutes les clés de la Géoula sont là-bas. La Gemara, dans ce même endroit, c'est possible que ce soit avant ou après, où la Gemara, elle dit « Tipach rucham shel mechashve kitsim ». C'est-à-dire que ceux qui font des comptes des comptes de kitsim, c'est-à-dire du temps qui doit, de la fin, du temps de la fin, alors Tipach rucham, que leur ruach, que leur soit enlevé. C'est-à-dire que c'est une belle malédiction, une belle bénédiction pour parler de la chaîne Saginao sur les gens qui font des calculs comme ça. Et après ça, il y a marqué
Vama Rabbi Abba, vous connaissez les textes, c'est ce qui est souligné. Vous avez une photocopie soulignée, c'est la nouvelle, elle est soulignée. Celle qui est tout en haut, Vama Rabbi Abba dit, En lecha ketz megoulé misé, tu n'as pas de ketz, c'est la même chose, c'est-à-dire le temps de fin qui est plus mégoulé que celui-là. Megoulé, c'est révélé, mais on étudiera longuement ce mot. Ça veut dire quoi, megoulé? Ketz megoulé, misé de ça, chez Neymar qui a marqué, Vatem ari Israël anfechem titenu, uferechem tisou l'am Israël, ki kervu lavo. C'est-à-dire que vous, les montagnes d'Israël, portez que vos branches donnent leurs feuilles, uferechem, et que vos fruits, tissou, que portez vos fruits, les Am Israël pour mon peuple, car kervu lavo, ils vont bientôt revenir. C'est-à-dire que cet enseignement que vous connaissez tous, c'est un verset qui nous dit que le signe que le temps est arrivé, c'est quand la terre d'Israël refleurit. C'est le slogan du KKL, mais Zénachon, c'est-à-dire que quand la terre d'Eretz Israël commence à refleurir, à ce moment-là, on sait que c'est le temps. Du coup, ce qu'a enseigné Rav Yehuda, et Manitou aussi le reprenait, c'est que en fait, la Gemara nous dit, tu n'as pas le droit de faire des calculs, mais tu as le droit d'avoir un signe qui est visible. C'est-à-dire le jour où tu verras ça, et que la Gemara a mis les deux choses dans le même sens, c'est-à-dire de faire un calcul, et si ça ne marche pas ensemble, ça ne marche pas. Si par contre, tu vois que le calcul que tu as fait, il correspond à ça, alors c'est que c'était le bon calcul. Or, il s'est avéré, comme on va le voir tout de suite, que de ce point de vue-là, le calcul du Gaon, il a correspondu à ça, et non seulement ça, mais qu'il a quand même aussi expliqué essentiellement, dans son enseignement, cet enseignement du Enlecha Ketz Megoulé Misé, donc du Ketz à Megoulé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la fin qui est visible, et qui est le fait que la terre, elle redonne ses fruits. En fait, c'est un petit peu comme si jamais vous voulez arriver dans une ville, et vous avez deux possibilités de savoir si vous êtes arrivé. La première, c'est de prendre une carte et de regarder le chemin, et de dire, voilà, maintenant on est arrivé, c'est parce qu'on a suivi la carte. Ou bien l'autre dit, mais tu n'as pas besoin de regarder la carte, il y a un panneau indicateur qui te dit Jérusalem, donc tu sais que tu es à Jérusalem. Alors c'est un peu la même chose, c'est-à-dire les calculs eschatologiques, c'était de regarder une carte et de dire, il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche, c'est le GPS marocain. Et donc, non, le GPS marocain, c'est le Ketz à Megoulé. C'est tout la fenêtre, tu demandes, mon frère, on est arrivé à Jérusalem, il te dit oui, alors voilà, c'est qu'on est arrivé. Donc, quand tu vois le panneau, c'est ce qu'on appelle le Ketz à Megoulé. C'est-à-dire que tu vois que tu n'es pas tombé dans le panneau, mais que tu es vraiment arrivé, parce que tu es arrivé là. Mais d'un autre côté, pour revenir, c'est vrai que le Gaon de Vilna nous a donné un calcul, et on va le confronter avec la réalité actuelle pour voir si le Gaon de Vilna a fait un calcul qui était exact ou non dans ce calcul. Alors je le reprends. C'est-à-dire maintenant on revient sur... Il y a le remez, c'est les arbres, et il faut avoir le remez et le calcul. Mais les arbres, c'est pas le remez, c'est le pshat, c'est ce qu'on appelle le Ketz à Megoulé. C'est-à-dire il y a les calculs, c'est des remazim ou des sodot. Et par contre ça, c'est le Ketz à Megoulé, c'est la réalité telle qu'on la voit. Et qui, a posteriori de cette réalité, confirme ou infirme le calcul qui a été fait avant. Jusqu'à là, ça va. Alors, le calcul du Gaon de Vilna, il est basé là-dessus. C'est que la Géoula doit venir au moment, je reprends, au moment du lever du jour du sixième jour. C'est-à-dire le jour de Erev Shabbat, puisque la Gemara, il faut rappeler que la Gemara, dans Masechet Avodat Zarah, page 9, d'Aftet, elle dit que notre monde, il a 6000 ans. C'est-à-dire que, et après ça, on passe à autre chose, c'est-à-dire le Haolam Hazé, il dure pendant 6000 ans. Et donc, le Gaon de Vilna dit, sache que le Ketz, c'est-à-dire le temps prévu. Vous vous souvenez qu'on a vu la dernière fois que la Géoula peut venir avant ou en son temps. Oui, ça, vous vous souvenez. C'est-à-dire, si jamais Zachou Achishena, lo Zachou Berita. C'est-à-dire, si on était méritant, la Géoula vient avant, et sinon, la Géoula vient en son temps. Oui, vous vous souvenez de ça. Et alors, quel est ce temps, nous dit le Gaon de Vilna? C'est le lever du soleil du sixième jour. Donc, si on divise un millénaire, la nuit d'abord, le jour d'après, ça fait combien d'années? C'est en quelle année? 5500, voilà, c'est ce qui a marqué là. Donc 5500, c'est 1740 selon le compte des chrétiens Besséder, et chez nous, c'est l'année Tavkouf, c'est Hei Tavkouf, c'est-à-dire 5700. Maintenant, ce qui dit aussi, en plus, Techila Tasha Arishona, qu'à ce moment-là, c'était le début de la première heure du matin du sixième millénaire, donc du sixième jour, Yom HaShishi, c'est-à-dire du sixième millénaire. Alors, on continue dans la traduction, et après ça,
On va reprendre le calcul tel qu'il est. En 5500, il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait pas encore les arbres. Non, pas encore. C'est-à-dire, non, tu as raison. Il n'y avait pas encore d'arbres, il n'y avait que Ayarakhrol, il n'y avait que du sable, c'était tout désert. Alors, Asher Az, donc à ce moment-là, lui, en tant que roi de Meshicha, a commencé, il a, par inspiration divine et inspiration messianique, le fait de roi Kocho, c'est-à-dire d'exprimer par son esprit, de Kdusha, c'est le roi HaKodesh, de révéler les secrets de la Torah petit à petit, selon la vocation du premier Mashiach. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avant, une des vocations, c'est de révéler les secrets de la Torah. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est la première chose à faire. C'est-à-dire que si on croit que la première chose à faire, c'est de rassembler les Juifs et de les amener, c'est vrai, c'est logique. Mais d'un autre côté, selon une pensée qui est beaucoup plus profonde, avant de commencer dans l'action, il faut tout d'abord expliquer, révéler le plan divin. C'est-à-dire de dire aux Juifs, sachez, c'est maintenant que ça commence, c'est comme ça que ça doit se passer, etc. Donc lui, le Gaon de Vilna, la première chose qu'il a fait, c'est de commencer à révéler les secrets de la Torah qui devaient être révélés. Gilou Razim de Razim, donc révéler les secrets des secrets qui sont dans les secrets, des pas du Mashiach. Okay. Maintenant, on est sur la page suivante. Vechol Raz lo anisle. Et aucun secret ne lui était méconnu. Vechanoda, alors je lis maintenant jusqu'à la fin. Vechanoda, et comme nous le savons, Echel insua l'Eretz HaKodesh, c'est pas Arsota Brita, il y a un couf à la fin, c'est pas un d'accord, ne vous trompez pas, c'est pas New York, hein, c'est Yerushalayim. L'insua l'Eretz HaKodesh, en Terre Sainte, Betechilat Ashara Shinya, au début de la deuxième heure, Veinu Beshnat Tavkuf Membet, c'est-à-dire en 1782, Asher Az, car à ce moment-là, Echela Saharat Rucho, c'est à ce moment-là, je dirais en français un peu vulgaire, qu'il a commencé à s'exciter, c'est-à-dire que Saharat Rucho, c'est que son esprit était dans toute sa brainstorm, comment dire Oui. En ébullition, voilà, il est fait en ébullition. L'ébullition de Eliyahu, les kibbutz galuyot, Beyeter Sehet, pour le rassemblement des exilés, Beyeter Sehet, avec plus de force. C'est-à-dire que en 1740, il a commencé petit à petit à révéler à ses élèves les secrets de la Géoula. Et en 1782, vous voyez qu'on n'est pas loin de la Révolution française, la prise de la Bastille, et à ce moment-là, il a commencé à travailler de manière beaucoup plus forte. C'est 1782, il est parti en Eretz Israël. Et à ce moment-là, il est parti en Eretz Israël. Mais comme je vous l'avais dit, il n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il a rebroussé chemin. Si mes souvenirs sont bons, il a essayé 2 fois, mais je ne suis pas sûr. Quoi ? En tout cas, il a fait au moins une fois, mais il me semble 2 fois, qu'il est parti pour aller en Eretz Israël. Il a fait demi-tour, et je vous avais dit qu'il y a différentes théories. On verra dans le livre du Collator une explication. Il n'a jamais mis les pieds en Eretz Israël. Le pauvre, non, il n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que selon la tradition interne, il y a d'autres traditions extérieures, la tradition intérieure du Collator et des autres livres, il a reçu un SMS de Akadosh Baruch Hu qui lui a dit que ce n'était pas lui qui devait y aller, qui devait envoyer ses élèves. Alors, quand on y arrivera, on en parlera, et on expliquera si on arrive à expliquer ça. Alors maintenant, la chose sur laquelle je veux me concentrer, c'est les heures. Vous avez remarqué qu'il a parlé de première heure et de deuxième heure, d'accord ? Et cet enseignement, il est marqué ici de manière allusive. Comme vous remarquez, il ne fait pas une théorie générale sur les heures, il nous dit uniquement ça. Où est-ce que le Gaon de Vilna nous parle de ça ? Dans un texte de lui qui est, c'est marqué dans les remarques, mais il faut juste que je le trouve en vitesse, qui est dans la remarque 21, le fil Biuragra, le Sifra de Tzniuta. C'est pas souligné chez vous, mais c'est la fin de la remarque 21. Quoi ? Oui, ça commence comme ça, mais c'est à la fin, et ça je vais vous expliquer par BLP, par oral, mais tout ça c'est basé sur l'explication du Gaon de Vilna, qui est marqué dans son commentaire du Sifra de Tzniuta. Je l'avais déjà dit, le Sifra de Tzniuta, son commentaire, c'est le plus gros commentaire du Gaon de Vilna sur un livre qui est écrit, parce que pas un enseignement oral, un enseignement écrit, et c'est une partie de Sifra de Tzniuta, une partie du Zohar HaKadosh. C'est-à-dire qu'il y a un commentaire, un livre entier, où sur chaque ligne du Sifra de Tzniuta, il y a une page entière du Gaon de Vilna dans son explication. Alors dans son commentaire là-bas, il nous donne cette clé qu'il ne donne pas ici de manière précise. Et non seulement ça, on le verra aussi dans d'autres textes, où il a demandé à ses élèves, quand il a révélé cette chose-là, puisqu'on parle du secret de Sodaket, c'est-à-dire le secret du calcul de quand est-ce que vient le Kes, de ne pas le révéler. La raison essentielle pour laquelle il ne faut pas le révéler, vous savez ? C'est enlever l'espoir. Voilà, c'est-à-dire que si jamais ça n'arrive pas quand on l'a dit, à ce moment-là, c'est plus néfaste que le contraire, et c'est pour ça qu'il y a une critique
dans la Gemara, c'est la critique essentielle, oui. Puis il a vécu après les faux prophètes aussi, sa bataille de suie. En plus, d'accord. Oui, donc il y a plusieurs raisons. Et puis ça risque d'être exploité aussi par les non-juifs, etc., pour l'empêcher ou pour, au contraire pour faire toutes sortes de choses. Donc c'est ce qu'on avait dit dans le cours d'introduction, que c'est pas du tout évident de savoir ce qu'on révèle et à qui on révèle et à quel moment on révèle. Donc ça, il a dit, c'est Sod, Sodot, etc., Azel et Razin. Donc il l'a, ici par allusion, c'est marqué ici, et de manière très claire, c'est marqué dans son commentaire sur Sifra Tzimta, qui de toute façon n'est lu et n'est compris que par les gens qui savent étudier ce genre de choses. Alors pourtant, c'est pas très compliqué, c'est comme chaque chose. Le jour où ça arrive, on le comprend. C'est un tout petit calcul mathématique qui est expliqué dans le remarque 21, mais on va le faire par oral. C'est que si on part du principe qu'une journée, cette journée, elle est 500 ans. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que un millénaire correspond à 24 heures. Donc, si la Géoula, elle commence au moment du lever du soleil, donc 500 ans correspondent à 12 heures. C'est facile à comprendre. Alors, on n'a qu'à faire le calcul, c'est peut-être plus simple, sur 1000. C'est-à-dire une journée, c'est 1000 ans, et 1000 ans, c'est 24 heures. Donc chaque heure, c'est quoi? C'est 1000 divisé par 24. Alors vous pouvez faire le calcul, mais je vous le donne, ça fait 41,8. Et donc, vous avez compris, ça fait 41 ans et virgule 8, pas en mois, c'est-à-dire virgule 8 en compte décimal. Ça fait pas 8 mois, ça fait plus que 8 mois. C'est 8 sur 10, donc ça fait sur 12, ça fait un tout petit peu plus. Donc en calcul décimal, tous les 41 ans et 8 dixièmes d'une année, c'est-à-dire ça vient environ, disons, 9 mois, tous les 41 ans et 9 mois, on passe à l'heure suivante Maintenant, les heures de la nuit ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est les 12 heures de la journée. C'est-à-dire que... Et donc, en 1740, maintenant je vais parler en goy, d'accord? C'est-à-dire en 1740, il y a eu le lever du soleil, début de la première heure, et en 1781,8, c'est-à-dire en 1782, parce qu'on arrondit un petit peu, on est passé de la première heure à la deuxième heure. Or, pour le Gaon de Vilna, selon sa théorie, chaque heure, c'est un saut, step, c'est-à-dire c'est pas stam, un passage de pas à pas, mais c'est un saut extrêmement fort d'un étage à l'autre de la Géoula. Donc chaque fois qu'on va avoir un passage comme ça, alors on sait qu'il y aura un saut. Si je pouvais, peut-être je pourrais faire ça avec Eliezer ensemble, vu qu'il est historien, on pourrait essayer de reprendre ça et d'essayer d'identifier ces différents sauts. Quoi? Pourquoi? On va pas compter. Ah oui, mais c'est les sauts passés. Ah, ok. C'est-à-dire, les sauts d'après, c'est encore les sauts d'eau qu'on va se recevoir sur la fusion. D'accord? Saut d'eau, saut de cello. Hein? C'est-à-dire, donc, il y a trois sens. Hein? C'est un saut de gâteau. Et donc, il faudrait reprendre en arrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde en 1740? Qu'est-ce qui s'est passé en 1782? À mon avis, c'était pas une blague quand j'ai dit que c'était en fait 7 ans avant la Révolution française. Parce que selon ce qu'explique Manitou, qu'un des signes de la Géoula, c'est sauf chez Iboud Malchouyot, vous connaissez peut-être toute l'étude qu'il enseigne sur la Gemara de Brachot, page Yud Aleph Yud Bet, c'est-à-dire que Siman Adavar sauf chez Iboud Malchouyot, on sait que le début de sauf chez Iboud Malchouyot, c'est la Révolution française, il n'y a aucun doute. Donc c'était peut-être l'événement essentiel, théorique, que je propose, du début de la deuxième heure. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé que ça arrive exactement en 1782. Si c'est arrivé en 1789, ça va aussi. D'ailleurs, je vais regarder ce qui s'est passé avec Louis, combien c'était? Louis XVI, en 1782. Alors je vous donne le plaisir de faire des recherches pour le trouver. Comment est-ce que ça a commencé à ce moment-là? Et que Bassov, c'était la Bastille, c'était 7 ans. Mais en tout cas, on va accepter le principe général de cela, c'est qu'on va rechercher une clé, il nous a donné une clé, et ensuite on va essayer de voir si ça colle avec la réalité historique, du fait qu'il y a des sauts tous les 41,8 heures là-dedans. Alors sur quoi c'est basé? Alors vous prenez maintenant le texte qui est ici, la Gemara de Sanhedrin, page 76. Vous voyez, c'est la Gemara qui est de ce côté, c'est pas le Tzadikret, c'est celle qui est de l'autre côté, où il y a marqué en haut 76, et Khadine Note, c'est quel DAF Ah, c'est une bonne question, et je le retrouverai. Il me semble que c'est DAF-là, maîtresse de mémoire, mais je ne suis pas sûr. Vous savez, je le rechercherai après. En tout cas,
toute façon, c'est facilement vérifiable, parce que c'est une Gemara normale, tu trouves la page 76. Alors regardez, la Gemara là-bas, elle nous parle de la création de l'homme, Adam Arishon. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, quel jour Adam Arishon a été créé? Sixième jour. Il a été créé le 6e jour. Double. C'est-à-dire, il a été créé le 6e jour, la nuit ou le jour? Le jour. Le jour. La nuit, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé, le matin il s'est levé, et il a fait ce qu'il avait à faire. En tout cas, ce n'est pas évident, on aurait pu imaginer que non. Mais l'homme n'est pas lunatique, et naturellement, il a été créé dans la journée, donc c'est une création. Alors, comment ça s'est passé? Regardez la 3e ligne. C'est-à-dire, il y a encore d'autres choses. La Gemara nous dit chaque partie de Adam Arishon, quelle terre il a été créé, puisque c'était fait avec de Rafar, de la terre. Amar Rabbi Yochanan bar Chanina. Donc, vous voyez, c'est souligné. Attendez un peu de côté. Rabbi Yochanan bar Chanina a dit Shtem esrei shaot ave hayom. Le jour, c'est 12 heures, comme c'est connu. Shah Rishona uzbar afaro. Première heure, Akadosh Baruch Hu a fait un tas de terre, on appelle ça la poussière en français, mais en hébreu c'est un tas de terre. C'est-à-dire il a rassemblé la terre avec laquelle il se préparait à faire Adam Arishon. C'est-à-dire il a ramassé la terre de là où il a voulu la ramasser pour faire Adam Arishon. Il y a différentes opinions d'où est-ce qu'il a ramassé la terre. Et en fait, il y a deux opinions. L'opinion universelle et l'opinion israélienne. C'est-à-dire que l'opinion israélienne, c'est qu'il a pris de la terre qui est en dessous du Misbéach Adama, de l'autel. C'est ceux qui ont été créés comme ça, c'est ceux qui aiment aller à l'autel. Et il y a l'autre opinion, c'est qu'il a ramassé de la terre du monde entier. Pour que l'homme soit capable de vivre dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il ait son makom. Vous savez que les animaux, c'est pas comme ça. Chaque animal a son endroit de vie. À part dans le zoo, mais c'est des conditions qui ne sont pas naturelles. Mais dans les conditions naturelles, chaque animal a son habitat. C'est-à-dire, et par contre, l'homme, il est globe-trotter, c'est-à-dire il peut passer partout et s'installer partout. Et c'est grâce à quoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a pris un peu de terre du monde entier, et du coup on se sent bien partout, les juifs encore plus. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le globe-trotter. Il a trop de terre, donc il se promène partout. Et donc ça c'est les deux opinions. C'est-à-dire d'un côté, on est totalement, le profond de chaque homme, c'est son shoresh, c'est le centre du Bet Hamikdash, c'est-à-dire que tout le monde entier, Beti Bet, l'humanité entière se reconnaît dans la centralité du Bet Hamikdash et de Yerushalayim et de Eretz Israël, puisque dans sa neshama terrienne, dans sa poussière, dans sa terre à lui, il est ici. Et d'un autre côté, on est tous aussi universels. Alors, je continue. Shah Rishona Utzbar Afaro. Shnia Naasa Golem. Deuxième, il est devenu un goylem. C'est quoi un goylem pour ceux qui parlent le ladino? Le arabe. Vous savez ça, goylem? Quoi? C'est un goylem, c'est une... Quoi? Un mot, c'est-à-dire une forme sans esprit. C'est-à-dire, c'est en fait un corps, on ne peut pas dire mort puisqu'il n'est pas encore né. C'était un pré-né, vous savez? D'accord? C'est ça un goylem. C'est-à-dire, il a une forme, mais il n'a pas encore de neshama. Donc la première heure, c'est de la terre. La deuxième heure, c'est déjà il a une forme. C'est pour ça que quand on fait un golem, c'est parce que ceux qui savent faire un golem, ils prennent de la terre, ils font ça, ils mettent à l'intérieur quelque chose. Mais le malheureux, ça reste quand même un golem, c'est un robot. C'est aussi en méthode moderne, c'est aussi le cocon, je crois. Oui, c'est le cocon aussi. Parce qu'il n'est pas encore sorti, Isaïe, il n'est pas sorti de son cocon. Mais ça ne correspond pas tellement parce qu'il est vraiment vivant. Alors que le golem, c'est qu'il y a encore. C'est un robot. Vous savez ce que disent trois robots quand ils mangent ensemble? À la fin du repas, robotaille ne va rire. Alors donc, Shana Shniana c'est golem. Shlishit Nimtechu Eva. Troisième, alors les membres ont été étendus. Alors c'est possible que golem c'est un peu un embryon, c'est-à-dire qu'il a fait une patte, mais il n'avait pas encore une forme avec tous ses membres, etc. C'est-à-dire donc Shlishit Nimtechu, c'est sans doute ça l'imtoach, c'est qu'ils ont été tirés, donc il a reçu la forme. Vous savez, il a reçu sa forme. Revi'it Nizrekabo Neshama. La quatrième heure, il a reçu Neshama. Vous voyez que ça correspond un petit peu au stade embryonnaire, c'est-à-dire pas exactement, puisque c'est fait avec de la terre et pas avec des cellules
des parentales. Revit Nizrekabo Neshama, donc il n'a pas reçu une Neshama tout de suite. Ça prend du temps. Vous avez remarqué que c'est un peu long pour Akadosh Baruch Hu, ça lui prend 4 heures pour être Zorek Bo Neshama. Mais c'est pas comme ça. C'est qu'en fait, il y a des stades, c'est-à-dire que ça correspond à quelque chose, le fait que ce soit de la terre. Ensuite, il est prématuré, hein, il Quoi est à 6 heures. Ah ouais, c'est bien, ouais. Neshama, Hamishit, Amad al-Ragla. 5e heure, il s'est mis debout. Donc il a d'abord Neshama, mais il était encore dans son lit d'hôpital, là-bas, comment on appelle ça, la Machleket Yoldot, c'est-à-dire Maternité. à la maternité. Ouais, là c'est la paternité de Dieu, mais en tout cas, il était à la maternité. Et ensuite, Hamishit, Amad al-Ragla, il s'est mis debout. Shishit Karashemot. La 6e heure, il a donné des noms à qui? Vous vous souvenez? Aux animaux, à tous les animaux. Et du coup aussi, il s'est rendu compte qu'il était seul, d'accord? Et il s'est plaint à Akadosh Baruch Hu, et du coup, il s'est fait scier par Akadosh Baruch Hu, comme vous le savez. Et grâce à ça, il a reçu Chava. Donc tout ça, c'est la 6e heure. Là, on comprend que ça prend du temps. Parce qu'on voit que c'est des stades importants. Vous savez? Maintenant, c'est évident que Netinat Neshama, il est encore enfant. Amad al-Raglav, il devient adulte. Nathan Shemot, il devient sage. C'est-à-dire il est capable de donner un nom. C'est qu'avant, il était debout, mais il n'est pas encore capable de donner un nom. Donc c'est un stade beaucoup plus avancé, la tête chaîne. C'est-à-dire de donner un nom, c'est un stade qui est extrêmement avancé. Shevi'it Nizdavgalo Chava, 7e heure, il s'est accouplé avec Chava. Et je ne lis pas la suite, mais la suite, vous la connaissez aussi. Vous pouvez regarder tout seul. Et pour une bonne raison, c'est que la suite, ça correspond à ce qui n'est pas encore arrivé et qui n'est pas encore près du temps où on est maintenant. Donc on va le laisser un peu de manière nébuleuse, on va le laisser dans le sol. Donc il y a ici une description précise des heures de la création de l'homme. C'était le 6e jour à partir du lever du soleil. Nous dit le Gaon de Vilna, puisque la Géoula, Beïta en son temps, vient le 6e jour, c'est-à-dire le 6e millénaire à partir du lever du soleil, pour savoir quels sont les stades de la Géoula, on va l'apprendre de cette Gemara. C'est-à-dire qu'on va savoir que tous les 41,8 années, on va passer à un stade qui correspond aux différents stades de la création d'Adam Arishon. Vous avez compris? Alors pour le savoir, d'où il le savait le gras, ça je ne sais pas. Mais est-ce que ça correspond à quelque chose? Alors on va voir. Pour voir, on va passer directement au niveau des années. On va passer directement à... En gros, c'est comme ça. Revit Nizrekabo Neshama. Non, je reste... C'est pas dans le Gaon de Vilna. Lui, il nous a pas dit... Il a donné la clé, vous comprenez? Il a dit, regarde la Gemara de Masechet Sanhedrin là, tu sauras ce qui se passe à chaque heure, et sache que dans le temps de la Géoula, puisque chaque millénaire correspond, le fait que chaque millénaire correspond à une journée, c'est aussi marqué dans la Gemara, dans Masechet Tamid et dans d'autres endroits, c'est des choses qui sont connues. C'est-à-dire que le premier jour, par exemple, la Gemara, elle explique que les Mizmorim qu'on dit, tous les jours à Yom Rishon, Beshabbat, Sheni Beshabbat, Shishi Beshabbat, ils correspondent aussi au stade de la création du monde. Par exemple, le deuxième jour, comment ça commence le Mizmor du deuxième jour? Bon, Korach, c'est Livnei Korach. C'est-à-dire Livnei Korach. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait Hachem le deuxième jour? Il a séparé entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc il a fait une mahloket. Et c'est pour ça qu'on lit l'histoire de Korach. Quoi? Il a fait une dualité. C'est-à-dire, mais c'est le Shoresh HaMachloket. Donc c'est pour ça qu'il y a ça. Ça, c'est ce que la Gemara explique. Donc, le secret général du fait qu'il doit y avoir correspondance entre les 7 jours de la création, ou les 6 jours, et aussi les 6 jours de la création et les 6 millénaires de la... Ah non, ça c'est... Ah non, et les 6 jours de nos jours, oui, mais avec les 6 millénaires, non, c'est différent. Mais il y a d'autres endroits où on a cette source. Donc il faut la retenir. Et du coup, sur la base de ça, le Gaon de Vilna a avancé d'encore un stade et encore un stade. Il nous a livré ce qu'on nous dit maintenant. Alors, concentrons-nous d'abord sur, parce que c'est le plus connu, Hamishit Ahmad al-Ragla. Alors, prenez vos marchevonim, vos calculateurs, vous faites 5500, vas-y, et tu rajoutes 41,8 plus fois 5, c'est ça? 5500 plus 41,8 fois 5. Fois 5. Et ensuite tu le traduis en goy. C'est-à-dire, dis en juif, ça fait 5000. 248. 208.
5541. Non. 1950. 5748. 5748. Oui, 1948. C'est-à-dire, alors ça, vous l'entendez, c'est-à-dire vous l'avez déjà appris, etc. Mais parce que c'est dans tous les remazim et tout. Mais je pense que vous n'avez pas encore appris la chita générale des calculs, etc. Donc c'est ici. 49, C'est-à-dire je trouve à 49. Quoi? J'arrive à 49. Oui, parce qu'il y a virgule 8 et tu peux faire le calcul avec le virgule 8. Je l'ai vérifié, c'est 48, c'est bon. Et puis sinon, on n'est pas Yekim, hein, Non, parce que c'est pas exactement 41,8. C'est pas exactement 41,8. Quand tu as dit 41,8, c'est aussi approximatif. c'est approximatif. Donc tu fais 500 divisé par 12 multiplié par 5, et on arrive en 5000, en tachar, 5748, 1948. C'est-à-dire que, regardez, alors ça c'est vraiment la chose la plus extraordinaire, parce que c'est vrai que dans le Menucha de Rav Cherki, quand il donne tous les remazim de la Géoula, il amène aussi ce calcul, etc. Mais seulement, nous quand on le raconte après que c'est déjà arrivé. Mais le Gaon de Vilna, quand il a écrit dans le Sifra de Tzniuta, il a écrit au 18e siècle, vous avez compris? C'est-à-dire il a donné les clés des événements qui arriveront, quand ils arriveront, alors que lui, il était vraiment en avant. C'est ça qui sera bien. Ah mais bien sûr, parce que c'est une série mathématique. 48 et 41... Quoi? On arrive à 1949. C'est ce qu'il a dit. Bon, alors il faudra revoir les calculs. Alors, le deuxième step, c'est... Quoi? Alors voilà, donc du coup, premièrement, on va revenir en arrière, c'est-à-dire le Gaon de Vilna, son premier stade, c'était Tsavar Afaro, et on n'est pas encore dans une vraie réalité, donc il a donné les secrets. Ensuite, il a commencé la deuxième heure, et lui, il n'a vécu que les 2 premières heures, c'est-à-dire la deuxième heure, il avait déjà 60 ans et quelques quand il a décidé de venir en Israël, donc la suivante, il aurait dû avoir 100 ans et quelques, donc il n'était pas vivant de ce temps-là. Par contre, ses élèves l'étaient, etc. Et c'est comme ça. Alors, celui d'avant, moi j'ai fait le calcul de celui d'avant aussi. C'est donc, en gros, vous enlevez 42 ans, approximativement, de 48. De 6. D'avant. De Charleville. Charleville, si vous enlevez, on tombe donc en 1900, 48 moins 1906. C'est-à-dire, alors, est-ce que 1906, ça correspond au niveau... De toute façon, c'est des périodes, d'accord? Est-ce que ça correspond à Nizreka Boneshama? Ça veut dire quoi, Nizreka Boneshama? Il a commencé à vivre, d'accord? C'est-à-dire, il n'est pas au Med al-Ragla, mais il est vivant. Ça correspond au congrès de Bâle, à Herzl, tout de suite après, 10 ans après la déclaration, 11 ans après la déclaration Balfour, etc. C'est-à-dire que le sionisme a commencé à vivre à ce moment-là, d'accord? Et Kamal Raglav, vous savez que dans la Tfila, on dit Vetolechenu, Komemiyut, Lartsenu. Et ça veut dire quoi, Komemiyut? Debout, Bekomas Kufa. C'est-à-dire que, ou bien, ça vient d'un pasouk dans Parashat Bechokotai, Va olech etrem komemiyut, et Rashi dit Bekomas Kufa. C'est-à-dire d'être Komas Kufa. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, on n'est pas Bekomas Kufa. Komas Kufa, ça veut dire se tenir droit, se tenir debout. On pourrait dire même fier de peuple. Comment il s'appelle? Comment il a dit? Fier et sûr de lui-même. Fier et sûr de lui. Sûr de lui, de Oui, d'accord. Sûr de lui, etc. Et Baruch Hashem, que même les goylem, des goylem, ils témoignent pour nous de ce qu'ils voient, de ce qui se passe dans le peuple juif. C'est que le peuple juif s'est levé sur ses pieds le jour du 5 Iyar 1948, Tachar, 5748. C'est ce jour-là où Kamal Raglav. Alors là, la coïncidence entre le calcul et entre ce qui est arrivé tellement extraordinaire que c'est pour ça que je vous disais que même s'il y avait marqué Tipar Rucham Shel Mechashve Kitzim, que les autres a priori, mais a posteriori de l'événement, on peut dire qu'on peut savoir que le Gaon de Vilna ne s'était pas trompé. En plus, il y a coïncidence avec le fait que la terre a recommencé à donner ses fruits, donc ce qui est arrivé, c'est le Quai de Samuel Koum. Même après 48, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1949? Alors les Karachemot. On va arriver à Karachemot. Les 30 glorieux commencent à l'économie est florissante, on consomme. Il y a fait on va essayer de donner des questions. Vous voulez dire? Qu'est-ce qui s'est passé en 1989? Alors, voilà. Alors c'est la suivante, c'était Shahar. C'est Karachemot, c'est Shishit. Shishit, c'est un moment encore plus important. Et ça, c'est tellement clair, et c'était tellement, disons, l'enseignement de Gaon de Vilna était tellement connu, qu'il n'y a pas que le Gaon de Vilna,
Mais il y a énormément de grands de l'Israël qui ont parlé de ça avant que ça arrive. Un des textes que je connais, qui est un des plus flagrants, c'est Rabbi Chaim David Halevi dans le Baal Kor Chaim à Shalem. Vous connaissez le Rabbi Chaim, le grand rabbin de Tel Aviv, qui est dans un de ses livres, je crois que c'est dans la Selech Arabe. Il a écrit 10 ou 15 ans avant, sachez que la date, c'est-à-dire la date suivante, après 48, ça va être 1990, 89 et demi, 80. Ah oui, 90. Oui, si on compte 42 heures, ça fait 90. De toute façon, on est dans les mois, et le mois est détestable, donc à ce moment-là, on peut compter un peu plus que ça. Donc c'est en 5750. Alors qu'est-ce que ça a de spécial? C'est que c'est le moment de midi. Pourquoi? Parce qu'une journée, ça a 12 heures, et le matin, c'est 6 heures, et l'après-midi, c'est 6 heures aussi. Donc la date qui est la plus importante dans ces 12 heures, c'est la date qui est le passage entre le matin et l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'on est la veille de Shabbat, on est Erev Shabbat. Donc quand on passe à l'après-midi, on est déjà dans Pnei Shabbat Mekabela. C'est-à-dire on est dans le temps de Erev Shabbat Mamash. À partir de midi, c'est l'heure de Mincha, c'est l'heure du mikveh, c'est l'heure où on s'énerve, etc. Quoi. Et on commence à tout organiser, etc. Ça veut dire? Ouais. Quoi? Donc, c'était une heure encore plus fatidique que les autres heures. Vous êtes d'accord? D'arriver les avec Juifs ça? durs. Voilà. Alors, ce qu'a écrit Raphaël David Halevi, il a dit, je ne sais pas ce qui va se passer à ce moment-là. Il n'a pas dit ce qui va se passer, mais il a dit, et le Rabbi Lubavitch aussi l'avait dit à l'époque, sachez, le Gamliel l'avait dit, etc., sachez que c'est une date extrêmement importante. Alors il y a eu le mur de Berlin qui est tombé, l'arrivée des Juifs du RSS, d'Éthiopie, etc. Il y a eu encore plein d'autres choses. On n'évalue pas forcément jusqu'à combien une date était une date importante dans l'histoire du peuple juif. Bon, c'était quelque chose d'extrêmement grand et d'extrêmement important. Et il y a eu un passage. Donc, et comme il y a marqué Karashemot, c'est que même si on ne sait pas encore forcément l'interpréter, on sait qu'on est passé, le peuple juif, et c'est ce que vous vouliez dire, c'est-à-dire on est passé, alors on peut l'interpréter, on est passé à un stade où on commence à donner le nom aux choses. C'est-à-dire que le nom des choses devient le nom que Akadosh Baruch Hu veut qu'il soit donné aux choses. C'est-à-dire on est des vrais sémites, puisqu'on donne le Shem. Ouais, et les autres, donc c'est des antisémites, puisqu'on appelle de donner le Shem. La guerre des 6 jours, 67. Là, c'est pas dans ce calcul, c'est dommage. Si ça avait pu être été encore mieux. C'est 11h30. Voilà, 11h30. C'est 11h30. Bon, c'est un... Non, mais c'est... Non, il a d'autres calculs, mais celui-là, il ne nous l'a pas dit. C'est 10h30, c'est pas 11h30. Midi, c'est le début de la 7e heure. Oui, et c'est 5750, 1990. 1967, c'est entre 48 et trucs, mais c'est pas exactement le milieu. On a essayé, ça n'a pas marché. Désolé, la prochaine fois on fera mieux. Alors donc, c'est-à-dire, maintenant, regardez juste comme ça, Hamishit Amadraim, Shishit Karashemot, Shvit Nizab Galochava. Alors juste, je vais vous dire, d'après un texte qui est ultérieur, qui est dans le 5e chapitre, que le Zivug avec Chava, c'est sans doute, mais de nouveau, c'est sans aucune responsabilité, c'est sans doute le Yichud, c'est-à-dire c'est le moment où commence le vrai Yichud entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ça semble selon un texte d'après, mais j'ai pas de garantie dessus. Mais puisque c'est le stade suivant qui nous attend, donc il faut s'y préparer. C'est-à-dire que depuis 1990, on est passé dans une nouvelle époque, c'est-à-dire 1948, nouvelle époque Kama Vagla. 1990, on est passé dans le temps véritable où il y a le sens de l'histoire est en train d'être donné par nous. C'est-à-dire révélation de la présence de Dieu d'une certaine manière. C'est ça la raison de Karashemot. Et ensuite, le Zivug, le Yichud, selon ce qu'on apprend, c'est quelque chose qui est relié avec le Yichud entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben. En 1990, certains historiens non juifs disaient que c'était la fin de l'histoire. Quel? Quand? En 1990. La chute du mur de Berlin. Ah, c'est la fin de leur histoire et le début de notre histoire. Ouais. Là, la 7e heure dont vous parlez, Ouais. on arrive à 2032. Ouais. Et Attention, j'ai encore un mot. oui, bien sûr. Newton a fait aussi des calculs. Qui? Isaac Newton, ouais. C'est connu. Il a écrit plein de livres. Sa famille a caché les livres pendant tout le temps parce que ça
Spasnich, C'était pas sérieux. c'était pas bien de le publier. Mais lui, dans son livre, les gens maintenant commencent à étudier les calculs de Newton, et il dit le Mashiach vient à 2032. Non, mais Oui. bien avant, c'est possible. Bien. Si on a Newton avec Je nous. sais pas, Newton, jusqu'à maintenant, il a parlé de 1948. C'était dans les Il avait aussi parlé de 1948 Oui, oui. Ah ben c'est pas mal, donc c'est le gras des... Les Juifs retournent en Israël en 1948. Il a marqué ça aussi? Il a marqué. Ah man, Et après 2032, il a dit ça c'est le Messie. Bon, après, Lui, on il est calcule plus. chrétien, c'est la parole. Ouais. Ils sont deux. Il y a Youssef qui Tu dis quoi? On verra ça de loin. Ah non, voilà. est C'est pour ça que je l'ai pas lu. Parce que... D'accord, je comprends. Ahmad Ragla. Alors là, on dit ils sont montés deux, ils sont. Non, ça veut dire que ça veut dire que non. Ça n'a rien à voir. On ne sait pas. On s'arrête là. Ouais, moi je sais pas, personne ne sait. D'accord. De toute façon, la vérité, soyons honnêtes. Déjà qu'à Rachemot, on n'a pas assez de perspective pour être capable de vraiment voir, si ce n'est qu'on peut voir qu'il y a un changement. Ce que tu avais dit, c'est le changement au niveau technologique, économique. C'est-à-dire il y a un basculement total de l'État d'Israël au niveau économique, qui a commencé, qui a commencé plus ou moins dans les années 80, dans les années 90, avant tout ça. Donc il y a quelque chose. Mais bon, restons là au niveau, parce que en fait, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, justement, on n'est pas dans les, c'est-à-dire c'est pas le calcul qui nous intéresse plus que la profondeur des choses et les clés qui nous sont données. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à ça. Mais si une fois de temps en temps on a un petit truc comme ça, un petit passage qui peuvent nous renforcer, nous montrer la grandeur, alors pourquoi pas, d'accord? C'est-à-dire c'est des calculs qui nous élèvent dans la précision des choses, d'une manière extraordinaire. Et de nouveau, pour le gras, c'est très sérieux. Comment je sais que c'est très sérieux? C'est qu'il n'a pas dit ce qu'il y aurait en 48. Il a dit que ce qui se passe de son temps à lui, ça l'impliquait lui personnellement. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris ça au sérieux dans le sens que je suis dans mon Beth Midrash à Vilna et je fais des calculs et puis que les gens se débrouillent avec. C'est-à-dire que je m'implique dans ce qui est fait. Il a envoyé ses élèves en Eretz Israël, il a essayé lui-même de partir, il a révélé les sodotes, c'est ça les sodotes. Donc il a essayé, ou il a réussi, pour nous on l'a expliqué, il a réussi à faire démarrer la machine, mais cette machine, ça a pris du temps. Ça a pris d'ailleurs beaucoup de temps, puisque comme vous le savez, en gros, le Sarakol, ça a vraiment démarré en 1906, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'au niveau des différents niveaux, il a fallu attendre 4 heures. C'est-à-dire 4 heures, c'est presque 200 ans entre le moment où le Gaon de Vilna a fait démarrer les choses et le moment où le monde entier a pu se rendre compte que ça y est, ça commençait à marcher. Alors imaginez-vous la difficulté, c'est ce que vous aviez appris aussi avec Eliezer dans le premier cours, la difficulté de ces héros, et de ces héros, qui étaient là pendant ces 180 ans, ou ces 190 ans, et qui savaient que c'était le temps, mais qui ne voyaient pas grand-chose. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas le Kassamegoulé, il y avait la malaria, il y avait tout. Oui. J'ai aussi une anecdote sur 1990. Ouais. En 1989, le Rabbi Lubavitch, qu'on a désigné les Shluchim, il a dit cette année, à Berlin, j'en envoie qu'un et pas deux comme les années précédentes. Alors les gens lui ont posé des questions, bon, ils n'ont pas très bien compris sa réponse. Et puis, alors, ils ont abattu le mur. Et il a dit en yiddish, enfin je traduis en français directement, vous savez pourquoi ils ont abattu le mur? C'est pour économiser un ravalement. C'est pas le mot. Et puis pour économiser un chalier de Chabad, parce qu'on a besoin d'un seul des deux côtés. בסדר, יפה מאוד, חזק וברוך. טוב, בסדר. Ok, alors on peut continuer si vous n'avez pas de questions. On a étudié in extenso l'enseignement du Gaon de Vilna sur cette idée-là. Alors, Ikvot Meshicha, Bechlalut Niftechu Tehila, Vesha'a Arishana, Sheboker Yom HaShishi, Leshtita'a, Hainu Shnat Tafkuf Elef HaShishi Dena. C'est le nouveau paragraphe, hein, c'est-à-dire sur la page de gauche pour ceux qui ont perdu. Alors, Ikvot Meshicha Bechlalut. Donc, les pas du Mashiach, Bechlalut de manière générale, Niftechu Tehila, se sont ouverts au début, Besha'a Arishana, c'est-à-dire on se sont ouverts au moment de la première heure du matin du 6e jour, les Shita'a, donc les Shita'a c'est en araméen, ça veut dire du 6e millénaire. C'est-à-dire que c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a vu avant, mais il nous dit, sache que jusqu'à là,
les portes étaient fermées. D'accord? C'est-à-dire ça ne démarrait pas, et c'est à ce moment-là que ça a démarré. Et nous, c'est donc, comme nous l'avons dit, l'année 5500, donc 1540, du 6e millénaire, de notre 6e millénaire. Dana, c'est l'araméen. Ou Misha'a le Sha'a. Alors c'est ce qu'on vient de voir. Et ça, les choses sont marquées. C'est-à-dire, ou Misha'a le Sha'a, d'heure en heure, mitkadmim aikvot bifrinot rabot. C'est-à-dire que les pas ou les stades avancent, mais miprinot rabot, de manière multiple. C'est-à-dire que c'est pas qu'uniquement chaque fois tu as une chose, mais tu as plein de choses qui avancent d'heure en heure. C'est-à-dire d'heure en heure. Bon, alors bien sûr que pour revenir, pour nous, le plus évident, c'est l'État d'Israël, c'est en 1948. Parce que c'est pas une seule prina, c'est Kibbutz Galuyot, c'est la conquête de la terre, c'est le fait que le sang juif n'est plus Adam Yehudi Eno Efker, comme dit Rav Soloveitchik, etc., etc. C'est le retour de la Shrina, comme on l'apprend, etc. C'est-à-dire, quoi? Adam Yehudi Eno Efker. C'est que le sang juif n'est plus livré, n'est plus Efker. Non, n'est plus abandonné. N'est plus abandonné. C'est-à-dire qu'il y a une justice qui est faite sur le fait quand le sang d'un juif est versé, alors on peut faire des kama bagoyim tochechot baleumi. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on fait pas mal. Alors donc, umisha'a le sha'a mitkadmi mifrinot rabot. Vechanoda. Et comme c'est connu, kol sha'a arba'im ve'achat shana ou shmoneh chodashim. Donc c'est ce qu'on a vu. Que chaque heure c'est 41 ans et 8 mois. Ah, il a dit 8 mois, alors c'est peut-être pour ça que je me suis trompé. C'est 8 mois, c'est pas 0,8, c'est 41,8 mois. Alors peut-être que du coup, on arrive à 1948. 41,75. Quoi? Ça fait 41,75. 75 ans. Ah bah oui, il a fait meurtre. Il a fait meurtre. Mais az niftechu mosrotem shel ikvot masher ben Yosef, shel ze ne'emar pitarta le moserai. D'accord? Depuis ce moment-là, se sont ouverts les moserot, c'est les chaînes qui nous enchaînaient. C'est-à-dire que c'est les chaînes qui faisaient qu'on était emprisonnés. Shalik vot Mashiach ben Yosef, des traces du Mashiach ben Yosef, ou des traces ou des pas. Shal Zeneemar, comme il y a marqué, Ma'ashiv la Hashem, etc. Pitarta, le Moser. Maintenant, on le verra dans la suite, et Bezrat Hashem, peut-être qu'on ne verra pas tout, mais une des démarches du Gaon de Vilna, c'était d'interpréter énormément de textes, et beaucoup de Teilim, des psaumes, en disant ce psaume, il parle du Mashiach ben Yosef, ce psaume, le Mashiach ben Yosef, ce psaume le plus célèbre, c'est Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ainu Kecholmi. Celui qu'on chante avant Birkat Amazon, il parle que du Mashiach ben Yosef. Azorim Bedim'a, Merina Xorou, je ne traduis pas tout, mais en tout cas, tout ce misement, mais il y en a d'autres. Par exemple, celui du Hallel, on dit Ma'ashiv Lachem, Kol Tagmola, Pitarta le Moserai. Je ne sais pas si c'est le même. Non, c'est Pitarta le Moserai. Alors, dans celui-là, c'est un misement dont, quand David parlait, il parlait du Mashiach ben Yosef. En général, il explique pourquoi aussi. Besod, Aidoud, Bihi Yosef. Pourquoi? Pourquoi Besod, sur le secret de Aidoud, Bihi Yosef? Bon, allez, on continue. C'est quoi? Parce que. Quoi? Non, j'ai cherché, c'était la même Gematria, Pitarta, Besod, Aidoud, Bihi Yosef, et je ne suis pas sûr. Aidoud, Bihi Yosef, c'est un des Mizmorim qu'on lit justement le matin. Un des matins, je ne sais plus si c'est le mercredi ou le jeudi. Aidoud, Bihi Yosef, Betseto, Al Eretz Mitzrayim. Et ça, on le verra, et je voulais photocopier le Kuf Yud Zayin, c'est ce qu'on va faire, on va le voir aujourd'hui. Le Sod Eidoud Bihi Yosef, d'accord? Maintenant, il y a aussi un Sod, un secret spécial, c'est que d'habitude Yosef c'est écrit Yud Vav Samer Tei. C'est Yosef. Il y a un seul endroit où il y a marqué Yehosef, d'accord? C'est ici. Et vous, est-ce que si vous vous souvenez, il y a un autre qui a comme ça des changements. Avant il s'appelait Yehoshua Yafé. Il est de quelle tribu? D'Ephraïm. Et c'est le Mashiach ben Yosef de la sortie d'Égypte. D'accord? Et lui aussi, on avait vu les Bessim Bon Yehoshua à l'époque quand on avait appris ça. Et donc, il y a le même phénomène de changement de nom et qui est Yehosef. Alors pourquoi? Parce que dans la Kabbalah, il y a 4 lettres dans le nom de la Kadosh Baruch Hu. Et la lettre Hey d'en bas correspond au Mashiach ben David. Et la lettre Vav, waouh, ça correspond au Mashiach ben Yosef. Et ça veut dire que Yehosef, quand c'est marqué comme ça, c'est qu'il y a, on est arrivé, on a exprimé selon ce qui doit véritablement être. Et sinon, alors c'est Yud Vav,
il manque le Hey, alors ça s'explique aussi quand on utilise. Yud, He, Vav, He, il y a marqué Sef, parce qu'il est séfarade. Oui, il y a aussi. Non, c'est Et Yahoo, vous connaissez, hein? Yahoo, c'est Yud Kevav. Il faut faire attention, on ne va pas trop le dire parce que c'est Yud A, H-O-O, dans l'internet. C'est comme ça que j'ai Quoi? Tout est bien et tout est vrai, c'est une blague. C'est-à-dire, Edou Yosef Betseto Aleret Mitzrayim. Pourquoi? Parce que, il va montrer la suite de ce misement. Il dit que tout ce misement, il parle justement du temps du Mashiach ben Yosef. Et Edou Behi Yosef Betseto Aleret Mitzrayim. Pourquoi? Parce que c'est le moment, on parle du moment, où Yosef est sorti de son puits pour devenir le roi d'Égypte. Donc c'est un temps de Géoula un peu complexe, parce qu'il faut faire une surimpression entre quelque chose qui est raconté dans un état de galou total, c'est-à-dire, mais malgré tout, tous les grands rabbinim, quand ils ont voulu étudier Yosef pour comprendre Mashiach ben Yosef, ils ont compris que le fait que Yosef en Égypte devient vice-roi d'Égypte, c'est aussi le fait qu'il devient Melech, et donc ça correspond au temps de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire qu'il faut juste pas faire attention. Quoi? Non, ça c'est Manitou qui l'expliquait de manière longue. C'est-à-dire qu'en temps d'Égypte, en temps d'exil, alors le Mashiach ben Yosef agit comme génie de la nation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire en Kabbalah et vous allez mieux comprendre, c'est plus simple. D'accord? Il y a Malchut et il y a Yesod. Vous savez, c'est les dernières sphirot. Yesod, Malchut. Yosef, on avait dit que c'était Yesod. Vous vous souvenez, on avait vu ça sonne de Simcha il y a 2 semaines. Tout le monde se souvient que ça sonne. Et donc, c'est-à-dire c'était Yesod, Malchut. Si c'est trop difficile, vous me le dites et je traduirai dans un autre langage. Mais c'est pas très difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on avait déjà expliqué que c'est les 2 dernières sphirot tout en bas qui sont dans la réalité, et qu'en plus on descend en bas de la réalité, l'une masculine et l'une féminine, et que le Yesod c'est Yosef, et Hey c'est Malchut. Maintenant, j'explique l'enseignement de Manitou de manière un petit peu différente, mais c'est un très long. Si vous écoutez les cours de Manitou dès qu'on parle des parachiotes de Yosef en Égypte, etc., il explique tout le temps les choses. C'est que le Yesod, c'est l'esprit qui nourrit la Malchut. Vous avez compris? C'est-à-dire que si on parle de masculin et féminin, c'est la semence qui fertilise la Malchut. C'est-à-dire de manière plus Kabbalah. Donc, quand on est en exil, la Malchut, c'est la Malchut des Umot HaOlam. Ça veut dire ça peut être la France, les États-Unis ou autre chose. Et ce que fait la dimension de Yosef quand on est en Galout, il fait quelque chose de très grave, puisque c'est le génie juif qui donne la vie à la Malchut des Goïm. C'est-à-dire, donc d'un côté c'est bien, d'un autre côté c'est une catastrophe. C'est-à-dire, maintenant le rôle de Yosef, c'est de faire tchouva, et de quoi faire pour faire tchouva, d'arrêter de fertiliser la Malchut des Goïm, et de commencer à fertiliser quelle Malchut? Malchut ben David. Et c'est ça le Yichud, une des formes du Yichud dont on parle. Maintenant, ça n'enlève rien à la valeur de Yosef de savoir qu'il est capable de le faire en Égypte. Ça rajoute même à la limite parce que tu peux dire que c'est quelque chose qui a priori est infertilisable. Et comment ça se passe? Ça se fait que ça marche quand même. Quoi? C'était le moyen de survie du peuple juif. Oui, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est plus que ça. C'est la gestation du peuple juif en Égypte. Non, mais après, non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Parce que la gestation, c'est plutôt Yehuda. C'est une autre Malchut qui est en gestation en secret à l'intérieur des autres. Par contre, quand on parle de ça, on parle du juif de la cour. Vous reprenez l'enseignement de Manitou là-dessus. C'est pour ça qu'il disait toujours que toutes les institutions en France, c'est hors Joseph, excusez-moi, mais vous savez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, et il allait aussi regarder du côté des mythes chrétiens. C'est-à-dire, si vous regardez, etc., vous remarquerez tout ce qui se passe. Quoi? Voilà. Il y a beaucoup d'écoles Saint-Joseph. Voilà, exactement. C'est l'histoire de Jojo. Et alors donc, c'est-à-dire, n'en rajoutons pas, le Yosef, l'on aussi falsé. C'est-à-dire, mais en tout cas, pour comprendre, là c'est vraiment un enseignement extrêmement important, que Yosef Mikrat Sion, le jour où il revient en Eretz Israël, et qu'il est là en train de préparer la possibilité de faire ce Yichud dont on parle
avec Yehuda, et qui va faire donc la possibilité de ce Yehoud entre Yesod et Malchut Israël. Alors c'est pour ça qu'il y a deux Melech HaMashiach, et que lui, il est dans le Sod, Yesod du Sod, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas tout de suite, parce qu'en fait, il a aussi une dimension qui est tout à fait intérieure. Alors on avait déjà parlé qu'il y a une dimension complètement extérieure, qui est plus basse que David, une dimension supérieure qui est celle de Yesod, on avait déjà expliqué, et c'est ça que je viens d'expliquer maintenant. Vous voyez donc le lien avec Yud Keiva, l'idée que Yosef, c'est-à-dire, et aussi avec... À quelle question j'avais répondu? Et pourquoi c'était bien que Yosef était en Égypte? Voilà. Alors voilà, c'était bien parce que ça fait partie des secrets de la manière dont Dieu dirige son monde quand la Malchut, c'est ce qu'on appelle les Arba Malchuyot, c'est-à-dire c'est les empires des Goïms qui règnent dans le monde. Alors pour expliquer tout ça, je vais reprendre énormément de textes qui traitent de la Galoute, entre autres le texte du Maharal, dans Netzach Israël, ou dans Ner Mitzvah, celui qui parle de Hanouka, qui explique en fin de compte le fait qu'en temps d'exil, la Malchut qui dirige le monde, c'est les 4 empires. Vous savez pourquoi on appelle les empires? Vous savez pourquoi? Parce que de Malchut à Malchut, ça va de mal en pire. Et donc, pas être pire. Voilà. Donc la dernière Malchut, on sait, c'est la Malchut Edom, avec Ishmaël de l'autre côté. Bon, tout ça, c'est des sujets énormes, vous le savez, et vous connaissez ça. Et que dans ce cas-là, on se demande qu'est-ce que nous, on a à faire chez eux. Et on est toujours chez eux, là où il y a la Malchut. C'est-à-dire que si la Malchut c'est Rome, eh bien on est à Rome. C'est-à-dire si j'ai la Malchut elle est à New York, on sera à New York, si c'est à Paris, on sera à Paris, etc. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Alors on a 2 rôles. C'est-à-dire qu'il y a le rôle de, et on verra après, il y a ce que fait l'identité de Yehuda, et ce que fait l'identité de Yosef. Alors ça a été traité de manière très longue par Manitou dans énormément d'enseignements. C'est-à-dire, et ça ne nous concerne plus, Baruch Hashem. Puisque Yosef, Chazar le Tzion. Et donc il est devenu le Yosef Tzioni, qui est ici en Eretz Israël, et c'est le sol aussi de Tzion Virushalayim. Virushalayim, c'est la dimension de Yehuda, et Tzion, c'est la dimension de Yosef. C'est pour ça qu'on dit toujours Tzion, Eretz Tzion Virushalayim. C'est quand vous dites ça dans la Tikva, alors il faut penser Yichud, il faut mettre son gartel, son Straimer, et puis il faut penser qu'on on parle aussi de l'union entre les deux. Mais c'est de ça qu'on s'occupe maintenant. On peut étudier les choses d'avant, mais c'est plus notre sujet de maintenant. Alors c'est ça que je disais, c'est que pour avoir une lecture comme ça, être capable d'avoir une lecture comme ça des textes, alors il faut avoir, disons, une certaine souplesse, qui est la souplesse, on pourrait dire, du Midrash et ensuite de la Kabbalah, qui est capable de voir des surimpressions entre le Pshat et les choses plus profondes. D'un côté, on sait très bien qu'on ne va jamais faire l'apologie du fait que Yosef était le vice-roi d'un roi d'Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas ça l'idéal, c'est ce que Manitou nous explique toujours, que ce rêve-là, c'est un rêve qui mène toujours à l'échec et à la catastrophe. C'est un rêve vicieux, parce qu'il était vice-roi, d'accord? Donc il faut pas l'idéaliser. Mais quand on parle à des niveaux supérieurs et qu'on sait qu'il y a le niveau du Pshat, c'est des Pshuto, mais qu'on peut réfléchir à des niveaux d'au-dessus sans éliminer le niveau d'en bas, alors on peut comprendre qu'il y a dans l'idée de Yosef, quelle que soit la Malchut, donc dans ce cas-là c'est le Malchut Arisha, c'est un Malchut d'Égypte, mais c'est la vertu de Yosef qui va être réalisée, Bigdusha, en sainteté, quand on revient en Eretz Israël, on peut aussi la prendre de là-bas. Maintenant vous avez compris. Donc du coup, le moment où Yosef sort du puits, c'est-à-dire, et qui devient vice-roi d'Égypte, c'est un moment qui est un moment critique, c'est le moment où les choses commencent pour lui. C'est-à-dire, il a changé d'habit, il s'est rasé, et à ce moment-là, il est sorti de l'exil, il est sorti de la clandestinité, et il devient, et on reconnaît sa valeur. Alors donc il va y avoir énormément d'enseignements, ici, comme dans le Rafouk, dans le Mispet Birushalayim, qui vont être basés sur les enseignements même du Pshat, des psukim qui apparaissent à ce moment-là, et c'est ce que fait ici le Gaon Divina à propos de ce texte, où il dit Edout, Biosef betseto al Eretz Mitzrayim, asiroti misevel shichmo, kapav midut ta'avona. Donc ça c'est un des versets qui est dans ce mismor, dans ce cantique de Teilim, c'est Teilim chapitre 81, donc, et regardez la traduction de la suite, asiroti, je vais retirer misevel de la souffrance, shichmo, son fardeau, capable, ses mains, midou ta'avorna, je ne sais pas, doute sans doute c'est ça, c'est le puits dans lequel ils étaient, ta'avorna, ils vont sortir. C'est-à-dire que, Edout be Yosef, je vais le sortir, Asiroti, et c'est pour ça que Asiroti, c'est enlever les Moserot. Pitarta le Moserai, parce que Moserai, c'est ce qui m'enferme,
Et la sirotam, c'est enlever ce qui m'enferme. Donc, les chaînes, ou me'asha ashniya. Alors donc, du coup, l'enseignement qu'on a vu, c'est que le moment où on peut dire que les chaînes se sont cassées, c'était en 1740, c'est-à-dire, personne ne l'a vu à part le canard enchaîné, c'est-à-dire, et le Gaon, à 42 ans après, il s'est déchaîné, c'est ce qu'on a vu, vous vous souvenez, d'accord? C'est Arat Eliyahu. Donc, à ce moment-là, on ne le savait pas, mais les chaînes se sont cassées. C'est-à-dire la deuxième année, c'est-à-dire 1782, Nichnesa bechinatam shel kol bet Israël en aklal ben kol ish veish beIsraël le pkida de ma'alita shel meshicha d'atrantam Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que l'ensemble, et c'est ça le chidouche qui dit, c'est-à-dire que la première heure, ça s'est cassé, il y a quelque chose qui a commencé, mais c'est extrêmement en gestation. Souvenez-vous que c'est que le rassemblement de la terre. C'est-à-dire donc il n'y a pas encore de Adam, il n'y a pas encore de vie, il n'y a rien du tout. Et à partir de la deuxième heure commence une nouvelle dimension qui dit c'est que il y a dans les Neshamos de tous les Juifs, ça a commencé à bouger. Alors on n'a pas cette mémoire. C'est 1782, on ne se souvient pas de notre arrière-arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il a fait cette année-là. De manière générale, de nouveau, comme il n'y a pas beaucoup, ni du côté des Haredi, ni du côté du sionisme moderne, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça pour essayer de faire coller tous ces événements avec l'histoire, donc il y a de quoi faire encore un doctorat en histoire pour ceux qui veulent. Alors, Bet Israël en aklal ben kol ish veish Israël. C'est-à-dire l'ensemble du peuple juif et tout, chaque individu, nous dit le Gaon de Vilna, ça a commencé à trotter dans leur tête, c'est-à-dire dans la Neshama, que c'était le moment. Par contre, la première heure, non, et c'est qu'à la deuxième heure. Pour comparaison, c'est ce qu'on a dit, nous savons qu'en 1948, les Juifs, de manière générale dans le monde, n'ont pas saisi l'événement, et en 1967, tout le monde s'est réveillé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, de nouveau, au niveau comparatif, il dit qu'il y a eu quelque chose d'identique entre 1740 et 1782. Bipkida de Ma'alita, bon, c'est-à-dire le moment où il y a Pekida, ça veut dire un réveil, L'ipaket, c'est-à-dire se souvenir, un souvenir, ça veut dire un réveil, de Ma'alita du niveau, du Mashiach du début, Mashiach ben Yosef. Voilà. Alors, si vous voulez, on va terminer avec le texte de Kuf Yudzaïn qui lit les deux choses. Bon, on va le faire en vitesse. Vous voyez, c'est dans le texte photocopié, c'est tout en bas. C'est le texte que j'ai rajouté cette semaine, donc je ne l'avais pas dans la photocopie de la semaine dernière. Alors, comme vous savez, je vous avais dit qu'il y a un deuxième chapitre qui fait par ordre alphabétique les 156 prix notre dimension du Mashiach. Alors, de temps en temps, à chaque fois, je prends une autre qui est liée avec son étudié. Alors, Edud Bisof Samo al Eretz Mitzrayim. Donc, c'est ce pasouk, ce qui est marqué ici en bas. Edud Bi Yosef, Kuf Yudzaïn. Aïnou, Shiltono Shel Yosef. Ça veut dire que le Shilton, de nouveau, pas en Égypte, mais au temps de Géoula, Shel Yosef Mitgaber al Kol Ruach Hatuma. C'est-à-dire que quand Samo al Eretz Mitzrayim, ça veut dire qu'il a suprématie sur la terre d'Égypte, ça veut dire qu'il est capable de commencer à être Mitgaber. Renforcer, se renforcer. Surmonter l'esprit de la Touma. Vetafkito shel Mashiach ben Yosef ou l'avir ruach hatuma min haaretz. Et le rôle, et ça on ne l'a pas encore vu dans nos textes qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, le rôle du Mashiach ben Yosef, c'est de faire dégager tout ce qui est ruach d'impureté du pays. C'est-à-dire tout ce qui est tamé en Israël, il faut les renvoyer chez leur mère. Comment c'est? Vache tamé. D'accord? Vache et tamé. Alors voilà, donc il faut. Le rôle de Yosef, c'est aussi, c'est entre autres, de dégager tout ce qui est impur. Ils ont ouvert leurs frontières. Quoi? Ils ont ouvert leurs frontières, c'est bien. Ouais. Alors on apprendra c'est quoi le Ruach Hatuma, Bezrat Hashem Leat Leat, mais c'est ça. Binyan Yerush Aliede, et comment ça se fait? Kibbutz Galuyot, rassemblement d'exilés, construction de Jérusalem, Venetiat Hashmama, et la plantation. C'est-à-dire le fait de refertiliser la terre du pays. Parce que, comme nous savons, la Touma, elle apparaît toujours où? Lorsqu'il y a de la mort et de la désolation. C'est-à-dire que dès que ça recommence à revivre, tu n'as pas besoin, la Touma, elle s'en va, elle ne supporte pas les endroits qui sont habités. Donc, on refleurit la terre, on plante des arbres pour enlever le roi Khatouma, c'est-à-dire on purifie la terre, on ramène les Juifs, donc la terre n'est plus désolée, c'est nous qui sommes désolés, Khadash, et du coup, la Touma, elle s'en va aussi. Et Binyan Yerushalayim, vous savez que c'est à Jérusalem qu'il y a le plus de Touma. Regardez le nombre d'églises et de monastères qu'il y a ici et de l'autre côté du Hamas et tout. Et que c'est là aussi où les forces de Touma sont fortes. Et notre force à nous pour pouvoir l'enlever aussi,
elle est forte. Le Rabbeinu Ramaz Bezet Kol Haikarim Haele, et notre maître a fait des remazim à tous ces principes-là. Shvi El Ha'araïr, que Shvi El Ha'araïr, c'est reviens dans tes villes, c'est le rassemblement des exilés, et la même Gematria que Edoud Bi Yosef. Vous voyez, si vous regardez en bas, ah non, il n'y a pas les trucs, vous ferez le calcul tout seul, c'est que c'est des psukim. Reviens vers tes villes, c'est donc réoccupe, repopulation le pays d'Israël, c'est la même Gematria que Edoud Bi Yosef. Bet c'est toi les résultats de la vie, c'est-à-dire que qui devient le moment où il sort, c'est le moment où il y a ça. Bonnet Yerushalayim Begematria Edoud Bi Yosef. Donc ça c'est la construction de Jérusalem. Qui est le Hanena, car le temps est arrivé de Kiva Moed, c'est une chanson que vous connaissez, car le temps est arrivé de trouver grâce sur la terre d'Israël, Begematria Edoud Bi Yosef. Or nous dit le Gra, le Hanena, que la terre soit gracieuse, Aïnou Netia, c'est le fait qu'il faut faire des plantes à Sion, car Mursham, comme il est marqué là-bas, dans Tehilim, chapitre 102, et Afra Yechanenu. Kiratsa Ratsu Banea et Avanea, vet Afara Yechonenu. Quand est-ce que la Géoula reviendra? Quand les Juifs se viendront amoureux de la terre d'Israël. Afar, on a dit que c'était la terre. Yechonenu, ils trouveront grâce dans la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça que quand on descend de l'avion, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On embrasse la terre. Alors le problème, c'est qu'ils ont mis du béton, alors c'est difficile. Heureusement, ils ont mis un petit coin là-bas. On dit là, vous pouvez embrasser la terre, d'accord? En tout cas, c'est ça qu'il faut faire. Il a écrit ça en 1700... Oui, il a transmis. Ouais. Il a commencé à transmettre tout ça en 1740. Yechanu Aïnou Netiat Hashmama, c'est de planter les terres désolées. Ureel El Prinat Mia Le Barachem, bon ça on n'a pas besoin. On a fini, Baruch Hashem le Olam. Amen, Amen. Est-ce que vous avez des questions?